Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Tailgate, votre émission 100% NFL des équipes de The Free Agent. Accrochez vos ceintures, on a une émission aujourd'hui, en ce jeudi. Attention, prenez du Prozac, allez voir votre thérapeute, c'est nos déceptions de l'année, de ce début de saison même. Et pour parler de ça, j'ai mes trois spécialistes. Alors, aucun n'est concerné par un mauvais début de saison. Ouf. Ou de surprise, quoique. On va commencer tout de suite par Flo. Salut Flo, comment ça va ? Salut Yaya, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que pour le moment, pour moi, les Chargers, j'ai de la chance, j'échappe à cette première. Oui, mais attention, t'es pas loin. Attention. Ouais, je suis pas loin, justement, j'échappe. Ouais. Autre, il aurait pu être une déception, mais on va le mettre sur la gueule de bois du Super Bowl. C'est Seb. Salut Seb. Salut Yaya, salut Flo, salut à toutes, salut à tous, salut à toutes. Ce premier podcast de la déprime, au passage, de la saison. Peut-être y en aura-t-il d'autres, mais on commence bien. Allez, la déprime, pas tant que ça. Surtout qu'il y a des cas qui sont, à mon avis, moins alarmants que d'autres dans la petite liste d'équipes qu'on va passer en revue. Mais toutes restent néanmoins, du moins à mon sens, des déceptions jusqu'ici. Et on va discuter un petit peu de tout ça entre nous et puis avec vous, chers auditeurs et auditrices. Et avec nous, le dernier, le quatrième mousquetaire, c'est le plus jeune, c'est un peu comme D'Artagnan, mais c'est surtout celui qui jette les foulards jaunes, puisqu'il est le numéro 1 des arbitres, c'est Raph. Salut Raph, comment ça va notre fan des Chiefs ? Tu peux pas t'en empêcher. Hein. Ah mais non, mais c'est en fait, c'est avéré. Salut Yaya, salut Flo, salut Seb, salut à tous. Ouais, bah... On a un bon début de saison malgré les blessures, donc on espère que ça va continuer comme ça, mais pour l'instant ça va. Oh bah t'inquiète pas, il y aura toujours un flag pour t'aider, te remettre dans le droit chemin. On est à combien ? 17 interceptions rappelées à cause de flag ? Oh, et 3 fumbles, Ouais. Oh bah, de toute façon, quand il y a des fumbles, ton chouchou Pat Mahomes, il blesse ses receveurs. Enfin bon. Allez, on est parti. On va vous rappeler donc, de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram, TikTok. Allez-y, n'hésitez pas à donner nous de la force. Et surtout, le Discord communautaire. Venez discuter avec nous sur le Discord. Si vous avez des choses, on aura toujours 2-3 infos qui sont à partager avec vous là-dessus. Allez, également les applis de podcast. Et c'est toujours bien, ça nous aide de la force. Mettez-nous 5 étoiles, ça nous aide. Allez, on va commencer tout de suite par la première équipe. C'est les Miami Dolphins. Miami Dolphins, 2 victoires, 3 défaites. Les gars, est-ce que un seul être vous manque et tout est dépeuplé, j'ai envie de dire, sans Tua, est-ce que la saison ne peut faire autre chose que être décevante ? Flo. On va commencer par Flo, excuse-moi. Ça. Allez, donc pour commencer, j'ai envie d'attaquer tranquillement par la première équipe. Je vais d'abord donner un peu les côtés positifs pour eux, c'est leur défense. Ils sont quand même la deuxième meilleure défense à la passe de la ligue. Ils encaissent 22 points de moyenne, donc c'est correct. Et c'est la 10e défense à la course. Donc défensivement, ils sont plutôt au top. Par contre, offensivement, comme tu l'as noté, depuis le départ de Tua, ils ont un petit peu de mal à trouver leur général pour mener cette attaque. Ils sont à 12 points de moyenne par match. C'est la pire équipe de la ligue en points marqués par match. Comme ça, on met le point sur les hits directement. Et au niveau du jeu de passe, ils sont la 28e attaque à la passe. Ils avaient essayé d'abord avec Skylar Thompson après la blessure de Tua, qui n'a mis aucun TD à la passe, 0 inter, mais aucun TD à la passe. Le suivant, Tyler Huntley, qui fait les 2 derniers matchs contre les Patriots. Pareil, 0 TD à la passe et une interception. Donc depuis Tua, il n'y a aucun TD qui a été mis à la passe. Ouais, Seb, justement, Flo nous a parlé de la défense qui tenait, mais l'attaque, c'est quand même une attaque qui, normalement, au sol, il y a ce qu'il faut. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas ça, on a juste De'Von Achane qui est à 183 yards. Alors, effectivement, comme Flo vient de le faire remarquer, cette attaque, elle est 32e de la ligue. Je veux qu'on garde à l'esprit
que la saison dernière, elle était deuxième. Vous vous rendez compte de la... C'est même plus une chute à ce niveau-là. Enfin, on touche le fond, on touche les abîmes. On sait qu'il y avait de gros problèmes sur la ligne offensive avant le début de la saison, parce que tu avais Teron Armstead qui avait été blessé tout l'été, Aaron Brewer qui avait manqué les camps d'entraînement sur blessure, Isaiah Wynn qui a débuté la saison sur la PUP list, et puis on a aussi un des rosters les plus âgés de la ligue, au moins sur les skills players. Je veux dire, Hill, Mostert, Calais Campbell, Jordan Poyer et Teron Armstead, ils ont tous 30 ans ou plus. Et effectivement, on a un jeu au sol qui ne fonctionne pas. Moi, une de mes explications, enfin, l'une des explications, bien sûr, c'est l'absence de Tua Tagovailoa. Ce jeu au sol, actuellement, contre New England, lors de leur dernière victoire en date, avant ce match contre New England, il enregistrait 97,8 yards par match. Et pour eux, c'est dramatique parce que l'attaque de Miami, elle est hyper dépendante du play action, de la fin de course. C'est quelque chose qu'ils jouent énormément. Et à partir du moment où à la barre, tu n'as plus un général qui est capable de lancer le ballon, eh ben, ton play action, il fait plus peur à personne. Et comme ton play action ne fonctionne plus, eh ben, tu peux plus installer un jeu de course derrière. Donc, il n'y a pas à chercher bien loin. Il y a un très très gros problème actuellement sur le poste de quarterback. Alors, je pense qu'à Miami, on prie très fort pour que Tua puisse revenir dans la saison, mais je ne suis pas sûr que pour lui, ce soit la meilleure chose à faire au regard de ses antécédents médicaux. Justement, en parlant de ça, toi, Raph, le fait dans la construction de l'effectif de ne pas avoir un backup compte tenu de l'historique du passé de notre ami Tua, c'est pas, je vais pas dire une faute, mais un manque. C'est sûr qu'il y a un sentiment d'incompréhension parce que quand on a les ambitions que sont censés avoir les Dolphins de Miami, à savoir aller loin en playoff, voire plus si affinité, quand on connaît l'historique de blessure de Tua, c'est incompréhensible presque parce que sur les 3 dernières années, je crois qu'il avait déjà eu 2 commotions. Là, c'est la troisième. Ça fait vraiment beaucoup. Et puis, comme tu l'as dit, on n'a pas vraiment de remplaçant. Les personnes qu'ils ont trouvées pour prendre l'intérim, ils ont lancé aucun touchdown à la passe. Et puis quand on voit le niveau qu'ont les receveurs de Miami, on a Tyreek Hill, on a Justin Waddle, on a presque le meilleur duo de receveurs de la ligue, peut-être avec les Bengals, mais c'est incompréhensible d'avoir des stats aussi faméliques avec des joueurs d'un aussi gros niveau. Et, les gars, pour vous, tout vient du quarterback ? Ou c'est justement l'adaptation Seb ? Alors moi, je pense qu'il y a un problème là-dessus. C'est un problème de management. C'est un problème de management général. À mon avis, comment dire, le côté santé de Tua Tagovailoa, il a été sous-estimé par coach McDaniel et par Josh Greer quand ils lui ont proposé cette extension d'une année supplémentaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont retrouvés avec Skylar Thompson comme backup. Alors, est-ce que c'est un bon investissement ou pas ? Toujours est-il que contre Seattle, il avait l'air perdu et il s'est blessé. Et le suivant sur listing, ça devait être Tim Boyle, sauf que McDaniel n'a pas confiance en Tim Boyle et donc ils ont signé Tyler Huntley quasiment en dernière minute. Alors, la logique, ce serait que sur la prochaine draft, ils investissent un first round dans un quarterback. Mais là aussi, Chris Greer, je ne sais pas si on peut lui faire confiance parce qu'il a un passif dans ce domaine. En 2017, ils avaient songé à drafter Lamar Jackson. À la place, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont gardé Ryan Tannehill et ils ont signé Jay Cutler. Un move de génie. Et en 2019, ils ont signé Josh Rosen et avec une intention, c'était de tanker la saison pour avoir le first round, sauf que
Eh ben, il y avait aussi Fitzpatrick en QB et Josh Rosen en coach. Rosen, c'est quelqu'un de sérieux. Il était là pour gagner ses matchs. Il a titularisé Fitzpatrick et Fitzpatrick, il était trop bon. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et même si on avait voulu être vicieux, Greer, il aurait pu forcer la main de son coach de titulariser Rosen si effectivement il voulait tanker. Donc, même ça, ils n'ont pas pu le faire. Il y a vraiment plein de questions. Du coup, la situation actuelle, elle ouvre plein de questions sur le management, au moins du côté sportif du club. Vous, les gars? Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Seb. Je pense que si on regarde la plupart des grosses équipes, en attendant juste les contenders de la ligue, ils essayent tous d'avoir un minimum un second QB qui est capable de tenir la route. Je vois des mecs comme Joe Flacco qui vient encore de sortir de son canapé et on voit qu'il fait des matchs quand même assez corrects. Ah, excuse-moi, le jury demande précise Joe Elite Flacco. Ouais. Excusez-moi, Joe Elite Flacco. Et même au niveau des jeunes QB qui viennent d'être draftés, on essaye d'avoir un ancien avec expérience comme Sam Darnold, etc., pour assurer au cas où. Je pense que c'est une grosse erreur de la part des Dolphins, comme tu l'as dit, en connaissant le passif au niveau des blessures de toi et le qu'il a pu avoir, de ne pas prendre un bon second. Ok. Est-ce que vous voyez une possible amélioration avant la fin de saison? Parce que, on va être clair, 12 points par match. Enfin, 12 points, c'est famélique. Dans une ligue où les défenses sont quand même plutôt mises à mal, marquer que 12 points, c'est digne des plus grandes heures des Browns. On dit souvent que... Pardon, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. On dit souvent qu'on court pour pouvoir lancer, mais je pense que l'inverse est aussi vrai. Et si le jeu de course est aussi mal en point, bah ça empêche tout simplement les Dolphins de pouvoir lancer à leurs receveurs. Et donc, je pense que ça explique aussi leurs problèmes en attaque. Ouais. Et donc, pour toi, du coup, c'est un problème de play calling, de coaching? Pour moi, McDaniels, il est vraiment pas dans sa saison. Franchement, je trouve que depuis qu'il est arrivé à Miami, il est de moins en moins performant. Justement, là, on va parler de 4 équipes qui sont pas très bien. Et le point commun que j'ai pu relever, justement, enfin, un des points communs, c'est leur variété en attaque. C'est 4 équipes que le jeu de course n'est vraiment pas terrible. Et je pense, si t'as pas pour moi, la base, c'est le jeu de course. Si t'as pas un jeu de course solide, tu peux pas construire derrière. Tu peux rien faire. Et à Miami, avec les coureurs qu'ils ont, s'ils n'arrivent pas à installer un minimum un jeu de course correct, avec les QB qu'il y a derrière, et une ligne qui est pas au top, s'ils pourront rien faire, ils avanceront jamais. On en a parlé plusieurs fois, Seb. Plus que le jeu de course, c'est d'abord la ligne qui doit créer des brèches. Est-ce que, justement, on parlait de management, tu parlais du management, mais monter une vraie ligne, ça peut être, c'est essentiel. Alors, c'est compliqué. Et alors, mon avis, c'est que là, pour cette saison, il n'y a pas de quick fix, il n'y a pas de solution immédiate. En revanche, il y a des axes, et tu parlais, Raph parlait du management de McDaniel. Miami est énormément pénalisé. Ils sont le 2e club le plus pénalisé de la ligue après Baltimore. Et cette situation, elle dure depuis 2022. Il y a un problème de discipline dans ce club. Et le souci, c'est que McDaniel, il a envie d'être copain avec tout le monde. Tu vois que le type, c'est vraiment un mec à la cool. Sauf que ça ne peut pas fonctionner et il va falloir qu'il se durcisse là-dessus. Du temps de Adam Gazy, le type a viré 3 offensive linemen rookies du jour au lendemain parce que ça n'allait pas sur la ligne, notamment aux pénalités, et soudainement, tout le monde a été plus à l'écoute quand ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient se faire virer du jour au lendemain. Et puis il y a aussi les special teams qui sont un vrai problème. Ce match contre New England, certes qu'ils remportent, mais il y a quand même un punt bloqué, un snap loupé sur un field goal, et ces special teams, elles ont pris à elles seules 12 pénalités, et ils sont très irréguliers sous leur coach Dan Crossman. Et là aussi, il y a par le passé des assistants coach qui se sont fait
viré du jour au lendemain pour beaucoup moins que ça. Il y a cet axe d'amélioration qui est possible immédiatement pour les Dolphins. Pour le reste, malheureusement, coach McDaniel, il guérira pas Tua Tagovailoa de sa commotion, il résoudra pas les problèmes de blessure de Devon Achane. Ok. Hot seat, alors, en un mot, il est siège éjectable, McDaniels? Non. Flo, je te vois dodeliner. Ouais, je suis d'accord. Le problème, c'est comme il y a quoi, on va dire que ça va être compliqué de juger là-dessus. Enfin, Ok. il est numéro 1, donc. Ok. Non, allez. Raph? Au vu de ses performances et de son attitude, je pense qu'il devrait être remis en question. Je dis pas viré, mais au moins remis en question. Mais malheureusement, comme l'a dit Flo, il a des circonstances atténuantes, donc je pense pas qu'il le sera. Ok. Bon, on souhaite que ça revienne du côté de Miami. Et on n'oublie pas qu'ils ont beaucoup de mal dès que la température se rapproche de 0 et l'hiver arrive. Allez, autre équipe, on reste dans la Floride. On monte un petit peu plus au nord. On va du côté de Jacksonville. Jacksonville, c'est l'énigme. Playoff il y a 2 ans. L'an passé, ils arrivent à un 8-3 et patatras, blessure de Trevor Lawrence qui se blesse. Et depuis, c'est, on va dire, comment dire, la décadence. Moi, j'ai une question à vous. Ouais, même pas, je dirais au-delà. J'avais envie de dire autre chose. Est-ce que pour vous, c'est la fin de l'ère Peterson? Seb? Ça ressemble à une fin de règne. Hein. Ça ressemble à une fin de règne. On parle quand même d'un coach dont le bilan, là, au moment où on parle, est de 19 victoires pour 21 défaites. Il fait 2 saisons à 9-8. Alors, la saison dernière, effectivement, il y a cette blessure de Trevor Lawrence qui leur met quand même un sacré coup d'arrêt. Il manque les playoffs de peu. Manquer les playoffs à 9-8, on va dire que c'est pas non plus totalement déshonorant. Mais oui, là, enfin, dans la FC South, ouais. Aussi. Hein. Mais là, c'est la dégringolade. Et en particulier en défense, la défense est 31e. On parle beaucoup de médiocrité défensive depuis le début de ce podcast. Ouais. Étrange. 31e de la ligue. Elle a laissé filer une avance de 14 points. Ils en ont encaissé 24 en quatrième quart-temps contre Indianapolis en week 5. Et il y a eu cette déclaration d'André Cisco, le safety, après le match contre Chicago, où on lui demandait en très gros à quoi il attribuait la défaite. Il a répondu « a lot of quitting ». Beaucoup de gens ont baissé les bras. Alors, le point d'interrogation, c'est que est-ce que c'est adressé à Doug Peterson? Moi, je pense que ce week-end, contre les Patriots, c'est pas impossible qu'il joue son poste, cet homme-là. Raph? Ouais, c'est sûr que au vu des performances, on peut que douter. Il y a eu 3 matchs serrés, je crois, en début de saison avec moins d'une possession d'écart. Sinon, ça a été des blowouts complets. Là, même à Londres, face aux Bears, ils prennent 35 points. Alors les Bears, ils sont mieux. Ouais, ils sont mieux qu'en début de saison, mais c'est quand même pas une des attaques les plus redoutables de la ligue. Comme l'a dit Seb, ils sont à 30 points encaissés en moyenne, je pense. C'est vraiment énorme. Et donc, j'avais pas vu la déclaration du safety des Jaguars, mais ça veut bien dire que soit ces joueurs l'ont lâché, soit ils mettent des petites pièces en mode attention, faut. Ouais. C'est pas ouf. Alors sur cette déclaration, Doug Peterson, il a répliqué que non, c'est de la déception et ça visait personne en particulier. Voilà. Oui. On va dire, ça l'arrange bien. Oui, ça l'arrange bien. Ça l'arrange bien, voilà. Ok. Toi, Flo, Doug Peterson? Ouais, moi c'est pareil. Je pense que il prépare son déménagement. Il appelle des amis bretons pour le déménagement. À mon avis, je pense qu'il sera plus là la saison prochaine. J'ai eu l'opportunité justement d'aller les voir à Tottenham. Ce qui est flagrant, clairement, c'est la défense. Ils font aucun stop. Face aux Bears, ils se sont fait pilonner à la course. Mais vraiment, c'est un plaisir. Offensivement, ça a du mal à avancer.
quelques choix de jeu quand même assez hasardeux. Alors, je sais pas si c'est Lorenz qui fait quelques choix ou On va en parler. On va en parler. à voir s'il y a des choix un peu hasardeux. Après, il n'est pas trop aidé par sa ligne quand même. Je crois que depuis le début de la saison, il s'est fait sac 15 fois. Je crois qu'on est là-dessus. Dans le top 10 des sacs dans la ligue. Et l'attaque, en fait, le problème, c'est qu'ils ont une attaque moyenne qui met 19 points par match. Donc, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus déconnant. Mais si t'as pas une défense, tu peux pas, si t'arrives pas à faire de stop, allez, si à la limite ils auraient une attaque hors du commun, une des meilleures attaques de la ligue, ça pourrait aller. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont une attaque moyenne et ils ont une défense catastrophique. Mais tu peux pas gagner des matchs comme ça, c'est pas possible. On va en parler on va parler de tout ça. On va parler surtout tout de suite du quarterback, Trevor Lawrence, ancien numéro 1 de la draft, qui était attendu comme le QB. Le mal alpha de cette franchise. Il a eu un contrat mouse costaud, mais c'est quoi le problème? Est-ce que c'est un manque de supporting cast ou c'est que c'est comme le commissaire Bialès, bien mais pas top? Ouais, ce qu'on peut retenir à sa décharge, j'ai envie de dire, Trevor Lawrence, c'est que il a subi. Non, je vais pas parler mode capillaire. T'es très mal placé pour ça, et moi aussi d'ailleurs. Donc, c'est qu'il a quand même subi une année rookie sous le joug de Urban Meyer, ce génie, n'est-ce pas? Cet homme complètement raisonnable et totalement adapté au football professionnel. Ça peut te planter beaucoup de choses. Je voulais apporter une petite précision sur ce qu'a dit Flo. Effectivement, Trevor Lawrence, il a pris 15 sacs à lui tout seul. Et Matt Jones, qui a joué un petit peu, en a pris 2 en 9 tentatives de passe. Un sac toutes les 4 tentatives. On est pas mal. Hein. Niveau protection, on est bien dans ce cas-là. Redevenons sérieux. Est-ce qu'il y a un problème de supporting cast? Faut bien dire que cette année, celui qui est censé être son go-to guy, son meilleur receveur, Christian Kirk, qui plafonne à 296 yards en 24 réceptions et un touchdown. Heureusement que Brian Thomas, le rookie, se montre avec ses 424 yards et 3 touchdowns. Evan Engram est blessé. Gabe Davis ne donne pas le rendement attendu. Et puis au sol, pareil, Travis Etienne, il plafonne à 230 yards. Bixby qui est blessé. Bixby qui est le running back 2 pourtant est au-dessus avec 297 yards. Il a une très grosse moyenne par portée en revanche de 7,2 yards. Et puis cette attaque, elle est 22e. C'est quand t'as la 22e attaque mais la 32e défense, t'as de quoi pas être serein. Et puis en red zone, ils ont de gros problèmes. Ils sont à 40% de réussite en red zone. En conversion de 3e down, ils atteignent pas les 30%. Je sais pas si c'est un problème de personnel ou un problème de coaching à ce niveau-là. Flo nous parlait d'appels de jeux hasardeux. Je pense pas que Lawrence appelle les jeux. Hein. Pour être honnête, il y a pas beaucoup de quarterbacks qui appellent les jeux en NFL. Je suis même pas sûr que Patrick Mahomes lui-même les appelle. J'en suis pas certain. Donc, et par contre, je voulais te poser une petite question, Flo, j'y pense. Ouais. Donc, tu es allé à Tottenham pour voir jouer les Jacks. La dépression, ça va? Tu tiens le coup? Pour les Jets? Pour ton match à Tottenham de Jacksonville, ça va la dépression? Ouais. C'est pas trop dur? Non, ça va. Mais justement, parce que un petit truc que je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que le supporting cast est énormément par les receveurs. Et comme Davis, il y a 50% de réception. C'est quand même très peu pour un receveur de sa qualité. Et heureusement que le Thomas fait quand même une bonne. Je trouve que les joueurs, les go-to guys qui devaient être là normalement, que ce soit Kirk ou même Chen à la passe, je suis très étonné. Ils font vraiment pas un bon début de saison. On va en parler, mais Evan Engram, on savait que c'était un serial dropper. Hein. Moi, il était rookie. Il a fait tout son contrat rookie du côté des Giants. On savait aussi que c'était un gars qui était capable de dropper des ballons. Hein. Toi, Raph, comment tu vois les Jacks? Parce que
on rappelle que tu étais fan des Chiefs, qu'ils étaient censés être des concurrents aux Chiefs. L'an passé, jusqu'à mi-saison, ils devaient les challenger, quoi. Ils avaient quasiment le même bilan. Ils étaient à 8-3 l'année dernière. Ah, mais cette saison, ça n'a rien à voir. Ah, mais je sais, j'ai bien compris. Non, mais c'est sûr qu'au vu de leur défense, quand bien même on a une attaque bonne, quand on encaisse 30 points par match, c'est impossible de gagner en NFL. Et puis Trevor Lawrence, il y en a qui lui tombent un peu dessus. Franchement, je trouve qu'il fait pas un si mauvais début de saison que ça. Il a 60% de passes complétées. Vu les droppers qu'il a dans son équipe, c'est plutôt pas mal. Il a 220 yards par match en moyenne. Donc c'est des stats plutôt correctes. Après, oui, il a 3 interceptions, 8 touchdowns. Donc en red zone, ça pêche un peu. Ils ont un peu du mal à concrétiser leur drive. Mais comme l'a dit Flo, c'est sûrement dû à des mauvais appels de jeu, pardon. Donc c'est sûr que Lawrence, je pense qu'il est trop payé par rapport à son niveau, mais il reste quand même un bon quarterback de la NFL. Je pense que Miami serait bien content de l'avoir, par exemple. Ouais, ok. Vous avez tous souligné la défense. Ils ont quand même des playmakers. Ils ont Josh Allen Hines, maintenant, il faut l'appeler comme ça. Ils ont également Walker. Comment ça se fait qu'avec au moins ces 2 playmakers, la défense soit aux abonnés absentes, quoi? Alors, Tavon Walker, oui. Alors, 5 sacs à son actif, mais il en fait 3 contre Indianapolis. Et le pass rush de Jacksonville, tenez-vous les amis, c'est 14 sacs en 6 matchs. Hein. Ça fait pas vraiment trembler les quarterbacks adverses. Fun fact, dites donc, Walker, ils l'ont drafté alors qu'ils auraient pu prendre Aiden Hutchinson. C'est alors, attention, non, ce que je veux dire, Walker, c'est pas un bust pour autant. C'est 18 sacs et demi et 36 hits en 38 matchs pro. Donc c'est très très bien. Mais Hutchinson, même nombre de matchs, c'est 27 sacs et demi et 62 hits. Donc on n'est pas tout à fait sur le même gabarit. Cette défense, elle est classée également 29e en pression sur le quarterback, 41 en 6 matchs, rendez-vous compte, et un pourcentage de mise sous pression du quarterback de 25,9%. C'est-à-dire qu'ils arrivent à mettre sous pression à peine un jeu sur 4. Et puis, la défense anti-aérienne, c'est les portes ouvertes. Plus de 276 yards alloués par match au receveur. Revoyez le match contre Indianapolis. Vous avez Alec Pierce, qui est le 3e receveur d'Indianapolis, qui marque 2 fois sur des passes de 45 et 65 yards. Et le tout lancé par un quarterback en face, Flacco, qui a 39 ans. Il y a peut-être des playmakers, mais pour le moment, ils ne se montrent pas. Les gars, autre chose à dire sur la défense? Non, bon. Je pense juste si on peut rajouter un truc, c'est que comme pour l'attaque, le coordinateur défensif a un énorme rôle. Et si les mauvais jeux sont appelés, il y a beau y avoir des playmakers, ils peuvent pas faire leur jeu, donc ça vient aussi de là. C'est surtout que le problème, c'est que le niveau des playmakers qu'ils ont en défense, c'est surtout des gars sur la ligne défensive ou au niveau des linebackers. Mais malheureusement, les safety, c'est quand même pas la foule ouverte. Hein. Tu le vois quand même. Là, on est d'accord que la saison est finie du côté du côté de Jacksonville? Quand on est en 1-5, on a non, pas mais grand chose à espérer, à part un first pick peut-être, mais. Non, mais voilà, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est road to the first pick. Bon, il y a de la concurrence, mais. Pour le moment, ils tiennent bien la corde, hein, quand même. Faut rappeler aussi que pour ce club, le move de l'année, ça devait être l'arrivée de Ryan Nielsen en coordinateur défensif. Jusqu'ici, c'est un succès. Hein. On est bien d'accord. Donc oui, je pense que leur saison, elle est foutue. Là, c'est fini. Pour eux, c'est une saison à oublier. Et puis espérer être suffisamment haut. Alors pareil, être suffisamment à la draft, mais pour prendre quoi? Tu vas pas drafter un quarterback alors que tu viens de signer Trevor Lawrence t'as quasiment hypothéqué la ville pour le signer. Il y a justement le cornerback des Colorado, et j'ai oublié son nom.
Hunter. Ouais, Hunter. Un joueur de Colorado qui s'appelle Sanders. Non, il y a Hunter qui joue à la fois receveur, à la fois cornerback. Ouais, mais oui. Mais après, il y a d'autres candidats au first pick. Oui, il y en a d'autres, mais je trouve que Jacksonville tient faut pas oublier non plus. Les Panthers. Quoique, on va peut-être en discuter sans tarder. Comme ça, Jacksonville, ils vont jouer Nashville. Et ils sont pas à l'abri de gagner quand même contre. Mais je suis pas sûr qu'ils soient. Moi, je suis pas sûr que le match soit à leur portée, vu ce qu'ils produisent actuellement. Mais vraiment. Ils peuvent en gagner un sur les deux, quoi. Tu vois, je regarderai pas ce match. Ma santé mentale est beaucoup trop fragile pour ça. Mais moi, je suis pas sûr que. Enfin, je pense qu'il y a pas de. Pour eux, Jacksonville, maintenant, il y a que des must-win. Ils n'ont pas le choix. Ça ne veut pas dire pour autant que les matchs qui restent sur leur calendrier sont à leur portée. J'ai pas regardé le calendrier. Vous voulez que je regarde encore... Ouais, j'ai vu qu'il y a encore les Vikings, les Eagles, Packers, les Lions, Texans. Ouais. Ça va être compliqué. Après, Jets, Titans. Il y a Green Bay dans 2 semaines, il y a Philadelphie dans 3 semaines, il y a Minnesota après. Ensuite, il faut aller à Détroit. Et après, ils peuvent souffler. Ouais, mais regarde, déjà, tu vois, imagine. Un grand oracle avait dit qu'il partirait de Londres à 3 victoires, avec 3 victoires. Bon, il y en aura peut-être 2 parce que tu joues les Patriots. Derrière. Ouais, les Patriots, ils ont besoin de gagner aussi. New England, ils ont besoin de gagner. Ils vont être aux abois. Il y a un match en plus. Jags quand même. Ouais, pour faire il y a match. Et après, il y a 2 fois les Titans, il y a les Jets, on ne sait pas dans quel état ils seront au mois de décembre. Les Raiders, pareil, qui est road to the first pick. Un peu plus cool pour finir, ouais. Mais le chemin Packers, Vikings, Lions, 4. Texans. Oh ben là. 5. Ouais. Alors, on va admettre qu'ils battent Tennessee 2 fois, les Jets, les Raiders et Indianapolis. Ça fait 6 victoires. Allez, peut-être 7 avec New England. Ouais, là, t'évites le first pick. Mais moi, ça me semble compliqué parce que là, tu as une série de matchs qui arrive après New England qui va laisser des traces. Hein. Ok. Physique et psychologique, à mon avis. Des calculs, quand tu vas enchaîner les 5-6 matchs là aussi compliqués, les 5 derniers, tu vas dire ta cause. À part aller chercher un bon tour. Mais même. Je pense là à l'instant, Détroit, mais on a tous vu ce qu'ils ont mis à Dallas. Ils peuvent les prendre, justement. Ils peuvent juste les prendre de haut. C'est le genre des Lions. N'oublie pas que les Lions ont un passif dans le genre. C'est mieux. Ouais, mais ça n'a pas l'air d'être l'approche de Dan Campbell, vraiment, de prendre l'équipe d'en face de haut. Ça va jouer sérieux. Hein. Il fera peut-être rentrer l'équipe B en deuxième mi-temps, mais. Non, mais honnêtement, toi, tu non, pas du tout, pas une seconde. Ah non, mais rassure-moi là, parce que j'ai l'impression de me battre contre un moulin. Non. Don Quichotte, voyons. Allez, on continue. On a assez parlé. Autre équipe ultra décevante, mais très intéressante à parler. On va parler d'autres chatons. Les Bengals. Les Bengals, 2 victoires, 4 défaites. Ils sortent d'une victoire, mais alors, mon Dieu. Joe Burrow, il fait des stats, mais ça gagne pas. C'est quoi? Où est le problème, Raph? En défense, on y revient toujours, mais franchement, on va beaucoup le répéter ça ce soir. Je suis désolé, mais 25 points concédés par match en moyenne, quand on est contender potentiellement, franchement, c'est beaucoup trop encore une fois. Et Joe Burrow, il fait ce qu'il peut. Il a 263 yards en moyenne par match, qui est vraiment très bon. 13 touchdowns, seulement 2 interceptions. Mais quand la défense suit pas, c'est les deux côtés du terrain, une équipe, donc. Ouais. Flo? Ouais, parce que je suis d'accord avec ce qu'a dit Raph. En tout cas, encore une fois, c'est la défense qui est présente.
enfin qui est pas présente pour le coup. Et que je peux rajouter encore une fois, c'est au niveau de l'attaque. C'est encore une fois, c'est le jeu de course, hein. Très déçu du début de saison de Zach Moss. Les duos Zach Moss, Chase Brown, 500 yards à eux deux. Pour comparer, le numéro 1 de la ligue, Derrick Henry, c'est 700 yards à lui tout seul. Le des hommes, c'est 600 yards. Je pense que si tu n'as pas un minimum de variété, comme j'ai pu dire tout à l'heure en attaque, tu peux pas gagner de match, hein. Donc tu défends pas et en plus tu n'as aucune variété en attaque. Tu as beau avoir Joe Burrow et Ja'Marr Chase, qui est peut-être un des meilleurs duos, pas le meilleur, mais un des meilleurs duos. Tu peux rien faire si c'était pas plus compliqué que ça, hein. Même T. Higgins, il fait une bonne saison. Aussi, c'est vrai. Il a manqué le début de saison. Et en plus, ouais. Et il a manqué le début de saison, exactement. Seb? Bah, les stats de Joe Burrow, elles sont indéniables, hein. Et puis on parle aussi de plus de 70% de complétion, 71,6, 1578 yards. Il est quand même à la tête de la 10e meilleure attaque de la ligue. Ça n'est pas rien. Alors moi, je regarde ces chiffres, je dirais ouais, MVP, sauf que non, avec des résultats pareils au final, tu peux pas prétendre être MVP. Cette attaque, elle a un autre problème, en plus du jeu au sol. Jeu au sol qui est 26e, alors il était 31e la saison dernière. On va me dire que c'est mieux. Oui, c'est comme peut-être que le choléra, c'est mieux que la peste, je sais pas. Mais par contre, ça met une chose en lumière, c'est que il y a un certain nombre d'observateurs qui pensaient que le problème du jeu au sol la saison dernière, c'était Joe Mixon. Surprise, non, c'était pas lui le problème parce que c'est guère mieux cette année. Cette attaque, elle a un autre problème, c'est les fumbles. Ils ont déjà perdu 5 fumbles cette année. C'est autant que sur toute la saison 2023. Et on n'est qu'en 6e journée. Et à titre d'exemple, en 2022, ils avaient perdu 4 fumbles et 7 en 2021. Ça, c'est inquiétant parce que ce n'est pas habituel pour ce club sur ces 4 dernières saisons. Et puis, la défense, la défense, elle est 26e, 14e contre la passe, 28e contre la course. Je disais que le pass rush de Jacksonville n'était pas terrible, mais on peut encore creuser. Parce que là, avec Cincinnati, on parle de 8 sacs en 6 matchs. Les quarterbacks sont tranquilles. Et puis, sur la défense anti-aérienne, vous avez par exemple Cam Taylor-Britt qui se fait régulièrement exploser par les receveurs adverses. Contre Carolina a quand même pas un rouleau compresseur offensif aérien. Il concède 5 réceptions sur 6 targets. C'est impardonnable. Cam Taylor-Britt, il a juste eu un énorme highlight contre les Chiefs, forcément, réception à une main magnifique. Mais à part ça, c'est sûr que c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc ce qui est dramatique, c'est que l'arbre bureau n'est même plus suffisamment grand pour cacher l'ampleur de la forêt du désastre. La saison dernière, on disait, souviens-toi hier, on disait en fait. Les Bengals, ils sont dépendants de la santé de Joe Burrow. Quand Joe Burrow va bien, tout va bien. Et cette année, ça se vérifie pas parce que Burrow, il est en pleine forme, il casse tout sur ses stats, mais ça marche pas. Moi, j'ai une question à vous poser par rapport à Cincinnati. Est-ce que le fait que soit pas réglé comme une horloge suisse, ça vient pas aussi des atermoiements autour du cas Ja'Marr Chase et de ça, son renouvellement de contrat, signera pas? Évidemment, je pense que ça doit un petit peu jouer. Le fait qu'il y ait eu des complications, etc. Lui n'était sûrement pas à 100% sûr. Le problème, c'est que Higgins était également blessé. Ils ont perdu Tyler Boyd, qui pour moi n'a pas été remplacé cette saison. Je trouve qu'au final, avec un jeu de course aussi moyen, il n'y a pas 50 solutions non plus, Joe Burrow. Ils ont quand même récupéré Gesicki, le tight end, qui est pas mauvais. C'est un bon choix, mais sinon, pour le reste... Ouais. Raph, toi qui vois ça de l'extérieur, et un contender aussi, puisque c'était un peu la C'était... Ex-contender. Ouais. Moi, je trouve l'excuse de Chase assez facile parce que, alors oui, bien sûr, pour un joueur, c'est toujours compliqué, même pour une équipe, c'est toujours compliqué d'être dans le flou, etc. On connaît la chanson. Mais force est de constater que depuis qu'il est de retour, malgré un ou deux premiers matchs assez compliqués, là, il est quand même bien revenu.
Il a mis un touchdown magnifique l'avant-dernier match, je crois. Ouais. Donc, c'est sûr que ça aide pas. Mais franchement, si c'était leur seul problème, ils seraient bien plus haut que ça. Là, franchement, pour être des contenders, je suis désolé, mais c'est vraiment pas cette année. L'attaque a beau marquer, je sais pas, 4 touchdowns, 5 touchdowns par match. Pour moi, ils seront pas contenders, c'est pas possible. Seb? Ça a sûrement eu un impact. C'est toujours difficile de le mesurer. Puis il y a eu aussi, avant encore, lors de l'intersaison, il y a eu un petit psychodrame T. Higgins également. Tagué, pas tagué, il signera son tender, il signera pas. Bon, finalement, il a signé. Mais je suis de l'avis de Raph, je pense pas que ce soit la seule explication à ce qui se passe à Cincinnati. Et puis, il faut noter que malgré cela, Chase, il reste tout de même, et de loin, leur receveur le plus performant, 34 réceptions, 565 yards, 5 touchdowns. Le tout en 6 matchs, sachant qu'il a eu un début de saison un petit peu compliqué. Ouais. Je pense que ce qui est à remettre en cause, c'est peut-être aussi le management de la pré-saison avec des titulaires, une équipe A qui a eu très peu de temps de jeu. Je crois qu'ils ont joué un quart-temps au total sur la pré-saison. Alors, c'est pas non plus inhabituel en NFL, mais c'est peut-être à mettre dans la balance également. Je pense que l'histoire du contrat de Chase, ça a juste été un élément parmi d'autres, mais que le mal est plus profond. Ouais, mais au bout d'un moment, tout mis bout à bout, ça fait quand même un peu beaucoup, quand même. Un peu de distraction dans une ville, enfin, dans une franchise qui est habituée. Alors, on parlait de médiocrité, ils sont allés au Super Bowl il y a quelques temps, mais sinon, leur dernier Super Bowl, il fallait remonter aux années 90. Et il y en a ici qui n'étaient pas nés. C'était pas qui. Même pas des années 80, je dis. Fin des années 80. Ouais, fin des années 80, le dernier. Ouais, donc, oui, oui, John Taylor, si tu nous regardes. John Taylor, Jay Rice, si vous nous regardez de là où vous êtes. Non, mais oui, mis tout bout à bout, je veux bien l'entendre, mais pointer la situation de Chase à l'intersaison en disant c'est à cause de ça que Ah non, je dis non, pas ça. ouais. Je dis que ça fait Ça en fait partie. Ça fait une voilà, distraction ça en fait partie. dans une franchise qui n'avait peut-être pas besoin de ça cette année. Oui, après, d'un autre. Bon, c'est vrai que ce qui change sa situation, c'est qu'il n'était pas en dernière année de contrat. Voilà, lui, il a voulu négocier 2 ans avant la fin de son contrat. Après, c'est des situations qui sont. Enfin, chaque année, tu as une ou deux situations de ce club sur des gros joueurs et c'est business as usual. Hein. Je comprends que ce soit une distraction, mais on lui donne peut-être plus d'importance qu'elle n'en devrait quand on regarde ce qui reste du jeu de Cincinnati. Ok. Après, quand on sait déjà que Cincinnati, c'est une équipe qui a du mal à rentrer dans sa saison, ils perdent les 3 premiers matchs. L'erreur, c'est Patriots, c'est Commanders, parce qu'en soi, les Chiefs, c'est un peu une défaite logique. Derrière, les 2 matchs qu'ils doivent gagner, Panthers, Giants, ils les gagnent. Et ils perdent les Ravens. Sur le fil, ils auraient très bien pu le prendre. Et en soi, les problèmes de Chase, c'était dans les 3 premiers matchs. On sait qu'ils ont du mal à rentrer. Je dis pas que c'est à cause de ça, mais je pense que ça en fait partie de tous les problèmes qu'ils ont. Là, au final, sur les 3 derniers matchs, ils gagnent les 2 qu'ils doivent gagner et ils perdent celui des Ravens tout juste. Est-ce qu'il n'y a pas une petite amélioration quand même par rapport à leur début de saison? J'essaie d'être positif. C'est sûr, et puis pour être tout à fait honnête, le match face aux Chiefs, ils méritaient presque de le gagner. En Donc, plus, avec les erreurs encore franchement. d'arbitrage. Justement. Non, ça existe pas. Ils sont erreurs. pas- Oh là là, non. Je ne te laisserai pas dire ça. Non, c'est pas ton genre, il y a de râler sur les arbitres. 2 questions. Alors jamais. Est-ce que une équipe comme Cincinnati peut faire quelque chose sans une vraie ligne offensive? Quand on est contender, Bah ouais, ça, pour moi, en fait, il faut juste changer le biais qu'on a avec cette équipe. Si on la considère comme une équipe moyenne plus, on peut faire avec. Si on la considère comme un contender, pour moi, non. Ça dépend des objectifs qui se fixent. Et depuis quelques années, ils se fixent comme un contender, comme l'équipe à abattre de leur conférence, etc. Bah, je suis désolé, mais franchement, il y a du taf entre les Chiefs, les Ravens,
Même les Bills qui sont plutôt bons en ce début de saison, les Texans, Texans, sur cette là, ouais. franchement, il y a un paquet de monde devant eux. Donc pour moi, c'est compliqué. Flo. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Raph exactement. Quand on sait justement qu'on voit qu'il a été sac 15 fois, il me semble, donc au niveau de la protection, c'est pas le top. Et qu'en plus, on voit la faiblesse du jeu de course, c'est pas que par rapport aux coureurs. Je pense que si t'as pas une ligne correcte, malheureusement, en NFL, maintenant, tu peux pas faire grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent jouer encore cette année? Bah, je pense que là, ils sont quoi en 2-3, il me semble? 2-4. 2-4 en plus. Ouais, bah, je pense que ça va être très compliqué pour eux. Ça va aussi, être ma hein, question cette année. suivante. T'inquiète, Ah bouge bah, pas. voilà. Bouge pas. Seb, toi, parce qu'on sait qu'ils sont allés au Super Bowl sans ligne, et depuis, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas eu d'amélioration sur la ligne, et que Joe Burrow s'est blessé à cause de ça et tout ça. Bah, c'est ce que j'allais dire en fait. Les Bengals dont la ligne offensive est suspecte, c'est presque business as usual. La saison dernière, ils ont concédé 50 sacs et ils ont épuisé 1, 2, 3 quarterbacks au total qui ont dû à un moment entrer dans le match pour pallier aux absences de Joe Burrow. Donc 50 sacs en 17 matchs, je vous laisse rapidement faire les maths. Là, on est sur 15 sacs en 6 matchs, on est à pas grand-chose près sur les mêmes bases. Sauf qu'à un moment, même si tu as un excellent, voire même un quarterback génial derrière ton centre, eh ben, ça a ses limites. Et puis, une fois de plus, on parle de la protection, mais on va dire que je radote, mais j'ai le droit, je suis vieux. Le jeu au sol. Et à Cincinnati, il est pas bon. Et donc, tu as une ligne qui n'arrive pas à ouvrir et qui n'arrive pas à protéger. Et de toute façon, une fois de plus, l'un dépend de l'autre. Tu ne peux pas ouvrir des espaces pour tes receveurs si tu n'as pas un jeu au sol. Et tu ne peux pas avoir d'autres lignes de course qui se dégagent si tu n'as pas une attaque qui performe un petit peu et qui est une menace. Et ils n'arrivent pas à faire ça malgré Burrow, Chase et T. Higgins. C'est quand même, ça devient quand même compliqué. Puis il y a aussi, on parle des lignes, il y a les lignes il y a la ligne défensive hein, aussi. Il y a un gros problème. Ils n'arrivent pas à faire de stop. L'exemple du match contre Washington, il est parlant. Il n'y a pas un seul punt dans le match. Et Lou Anamuro, le defensive coordinator, il en est à tenter de trouver d'autres combinaisons, de générer des blitz pour compenser l'absence de pression de sa ligne défensive. Mais pour le moment, il n'arrive pas à trouver la bonne façon de le faire. Et la saison dernière, cette défense qui était suspecte, on avait un petit peu mis ça sur le dos du secondary. Là, cette année, ils ont fait venir Geno Stone et Von Bell pour tenter d'y remédier. Et ça suffit pas à réparer la défense. Donc, il y a pas que l'attaque, ou plutôt, il n'y a pas que la ligne offensive qui est problématique dans ce club. Okay. Ouais. Et puis, tout génial que soit Jayden Daniels, quand on est un quarterback rookie, on peut très facilement être déstabilisé par la défense adverse. Et quand on voit que cette défense n'a même pas réussi à le mettre en danger, à lui mettre de la pression, etc., c'est bien qu'il y a un problème. Ouais. Ok. En un mot, un seul. Hein. Après, on change. Out pour les playoffs. Deux mots, c'est compliqué. Ouais. Alors ça fait 3, mais ça fait 3. Jamais 203. Mais un mot, compliqué. Voilà. Voilà, compliqué. Compliqué pour y aller. Hein. Oui, compliqué pour y aller. Ouais. Ok. Raph. Désolé, Tuture, mais oui. Oh, mais on s'en fout, Tuture. Moi, le mot que je voulais ajouter, c'était calendrier. Parce que moi, c'est le truc le plus important, c'est voir ce qu'ils vont avoir derrière. Mais donc, en regardant comme ça brièvement, je pense que c'est compliqué. Ouais, puis en plus, ils sont dans la division des poètes. Hein, ouais. Il y a du monde en face. Hein. Ils vont avoir encore les Eagles, les Ravens à jouer, les magnifiques Chargers.
Ça va être compliqué. Ok. Ah, mais ça va faire un sacré duel. Ce Chargers, duel de quarterback. On m'en parle peu. Ok. Allez, on enchaîne avec la dernière équipe dont on va parler. Bon, les Dallas Cowboys. Alors, je vais pas faire mon Stephen Smith. Je vais pas tirer sur l'ambulance. Oui, 3 surtout, victoires. on connaît ton objectivité quand il s'agit de la NFC Est. Oui, complètement. Mais alors là, complètement. Dallas qui surprend parce que c'était, j'allais pas dire force, mais presque. C'était la forteresse imprenable, et ils ont aucun match, aucune victoire à domicile. Est-ce qu'il y a pour vous, les gars, un syndrome Dallas à domicile? Et surtout qu'ils sont. Alors, juste une chose, ils sont fait démonter par Détroit à domicile, 47-9. Ça fait mal. Alors, Dallas, le cas est intéressant parce que si on regarde un petit peu, on peut se dire ils sont 3-3, ils sont Philadelphie est devant, mais ils ont un match de moins. La situation est quand même pas désespérée, disons. Elle est moins désespérée pardon, que certains de leurs collègues que l'on a examinés plus tôt. Mais il y a ce problème d'absence de victoire à domicile, alors qu'ils étaient quasi invincibles la saison dernière. Et ça c'est problématique. L'attaque, elle est en milieu de tableau. Alors là aussi, il y a vraiment une dichotomie, parce qu'elle est 3e à la passe, mais 32e et dernière au sol. L'offensive line, elle est pas trop mauvaise parce qu'ils allouent un petit peu plus de 25% de pression avec 2 rookies, Tyler Guyton et Cooper Beebe, en tacle et en centre. Mais par contre, là, on a aussi un gros problème de défense qui se classe 30e. Et puis, tu as quand même dans cette défense Daron Bland, Micah Parsons et Eric Kendricks qui sont à l'infirmerie. Est-ce que le problème de Dallas, j'ai vu ça énormément ces derniers temps sur différents sites. Est-ce que le problème de Dallas, c'est pas Jerry Jones? À l'intersaison, il annonce qu'il va faire un all-in. Bon, il a peut-être une idée très personnelle du all-in et ça concernait seulement 2 joueurs. Et là, il y a quelques heures, il a déclaré que jusqu'à la trade deadline, il prévoyait rien. C'est quand même un petit peu déroutant, ou alors il a vraiment confiance en son effectif et en son coach. Raph, toi, les Cowboys? Si on doit leur trouver une circonstance atténuante, c'est que les équipes qu'ils ont affrontées à domicile, c'est les Ravens, les Lions. Bon, les Saints, c'est un petit peu plus les Saints, moins gros quoi. adversaire. Ouais, Non, mais on va Mais dire que les Ravens et les Lions, c'est pas logique parce que Dallas, c'est censé être une bonne équipe, etc. Mais en soi, les victoires, on peut les comprendre. Même si la gifle reçue contre les Lions, ils auraient pas dû perdre autant. Mais bon. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des gros dysfonctionnements. Seb en parlait. Quand on a un jeu au sol aussi peu performant, on est prévisible en attaque parce qu'on sait qu'on va forcément lancer si on veut avancer. Et ensuite, en défense, ça marche pas non plus, donc c'est compliqué. toi, Flo, Dallas? Ouais, moi le gros problème, c'est comme les deux compères ont pu citer, ça va être au niveau du jeu de course, clairement. Mais bon, ça, je pense que quand on avait pu discuter des previews de télévision, on en avait parlé. Récupérer Ezekiel Elliott, pas trop compris, il avait dégagé, mais bon. Enfin bref. Mais Dak Prescott, ça reste quand même assez correct en attaque. C'est le 3e attaque à la passe. Par contre, au niveau le sens où le plus gros problème, c'est au niveau des choix. Il y a 8 touchdowns, mais 6 interceptions. Il s'est fait ça quand même 16 fois aussi. Donc c'est à peu près pareil que ses amis au-dessus, que ce soit pour les Bengals ou pour les Jags. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la ligne? Il y a un problème au niveau de la ligne de course. La défense qui est hasardeuse. On prend 44 contre les Saints, 47 contre les Lions.
c'est quand même une belle performance. Je pense qu'on revient toujours au même problème. Après, ce que je trouve intéressant par contre, c'est qu'on a quand même une attaque aérienne qui est assez bien répartie. Lem, c'est 467 yards pour 2 touchdowns. Tolbert, c'est 290 yards pour 2 touchdowns aussi. Et le Tyden Ferguson, 240 yards. Donc ça, c'est quand même bien au niveau de l'attaque. Alors, je ne sais pas quelles sont leurs ambitions là, pour cette saison. Pour l'instant, c'est dans les 4 qu'on a vus, c'est la seule qui est à égalité, je crois, au niveau du bilan. Pourquoi pas essayer de faire un petit move, récupérer un coureur un peu plus correct pour essayer de varier un peu son jeu en attaque. Quand on a un bon jeu de passe comme ça, je sais pas, à voir. Mais est-ce qu'ils ont les finances après Ouais, c'est ça le problème. Hein. Quand je vois c'est le Vikings, un K-Maker pour un 6e tour. Un K-Maker peut être intéressant à récupérer, ça coûte pas trop cher. Pour accompagner Elliott, ça peut être sympa. On va en parler des contrats un peu plus tard. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que Mike McCarthy est sur la sellette? Moi, j'ai mon avis là-dessus. Seb le connaît, mais allez-y, je vous écoute. Je pense que oui. Quand on voit, alors la qualité de son attaque, elle est plutôt indéniable, même si c'est pas élite, elle est bonne. Mais le niveau de la défense, on en revient encore. Ils ont 28 points par match encaissés. on peut pas faire grand chose avec ça. C'est toujours la même rengaine pour les équipes. Je suis désolé à nos auditeurs, mais les faits sont là. Donc forcément, quand on a une défense de la sorte, on ne peut pas espérer grand chose. Et donc, comme pour les Bengals, si on a des ambitions qui sont élevées, avec, on en reparlera tout à l'heure, mais des stars, voire même des superstars payés, voire surpayés selon certains, c'est pas assez. Donc, je pense que dans ces cas-là, quand une équipe ne marche pas, qu'il y a des bons joueurs, etc., c'est souvent le coach qui saute. Donc, voilà. Ok. Flo? Encore une fois, c'est pareil. Il faudra voir le calendrier et comment ils vont pouvoir rebondir derrière. Parce qu'au final, ça performe quand même à un minimum en attaque. Mais comme l'a dit Raph, c'est la défense. Quand tu as la 3e pire défense de la ligue, je pense qu'on en a parlé toute la soirée, malheureusement, tu peux pas gagner des matchs. Tu as beau avoir la 3e pire attaque à la passe, par exemple. Si tu es la 3e pire défense et qu'en plus tu n'as pas de jeu de course pour varier, tu peux rien faire. Seb? Alors, à mon sens, là, maintenant, si la saison s'arrêtait maintenant, oui, il est sur la sellette. 2 éléments, pour moi, qui vont dans ce sens. La première, c'est que Jerry Jones lui a renouvelé toute sa confiance. On sait ce que ça veut dire en général à Dallas. Plus sérieusement, voilà. La deuxième, McCarthy, il est arrivé en 2020. Son bilan, il est de 45 victoires et 28 défaites. Alors, c'est pas mauvais, mais le souci, c'est les playoffs. Et en playoffs, c'est 1 victoire pour 3 défaites. Et les playoffs pour Dallas, c'est essentiel. Et ils sont pas là. Et si l'équipe continue sur cette pente, ils ne seront pas là non plus cette saison. Et c'est ça qui va être le vrai deal breaker entre McCarthy et les Cowboys. S'il arrive à les qualifier en playoff, ce qui n'est pas impossible, une fois de plus, ils ne sont que 3-3. Ce serait un autre club, on ne se dirait pas qu'il y ait péril en la demeure. Mais ils ont bien performé la saison dernière, même si leur post-saison s'est arrêtée un petit peu plus tôt, à mon avis, qu'ils ne l'auraient souhaité. On attendait quand même, moi dans mon esprit, en principe pour les analystes, ils devaient remplacer Philadelphie dans la NFC. C'est-à-dire que depuis 4 saisons, on nous présente Philadelphie comme étant les contenders de la NFC avec San Francisco. Moi, à mon sens, ça s'est largement dégonflé depuis la saison dernière. Et après leur performance en saison régulière la saison dernière, pour moi, c'était Dallas qui devait prendre cette place. Si qu'en début de saison, on se dise, voilà, s'il y a 2 clubs qui doivent sortir de la NFC, ce sera Club A et les Cowboys de Dallas. Et là, être 3-3 à ce moment-là de la saison, pour un club qu'on pouvait voir comme ça,
c'est un petit peu inquiétant. Et alors, je vais redire ce qu'ont dit mes collègues, mais on a un gros problème en défense, en particulier au sol. Tenez-vous bien, j'ai trouvé un chiffre, les enfants, sur la défense au sol de Dallas. Vous êtes assis ? Oui. 2,7 yards par portée pour les coureurs adverses avant le premier contact. C'est-à-dire que lorsque le premier défenseur des Cowboys touche le running back, il a déjà quasiment parcouru 3 yards. Ça fait quand même vachement peur. Ok. Les gars, tant que on parlait tout à l'heure du calendrier, prochain match, donc là ils sont en bye, ils vont du côté de Santa Clara voir Seb. Ils vont ensuite à Atlanta. Ils reçoivent les Eagles. Ils reçoivent les Texans pour le derby. Ils jouent à Washington. Et après Washington, ils enchaînent le jeudi, puisque ce sera Thanksgiving, les Giants. Ensuite, Cincinnati, qui peut-être aura le couteau entre les dents s'ils reviennent un petit peu. Et ensuite, Panthers, Buccaneers, maintenant à Philadelphie, peut-être pour le titre, et peut-être pour le titre de division. Ils reçoivent Washington au dernier match. T'as un bloc là tout de suite derrière la bye week qui est cauchemardesque. Hein. Surtout que les Niners vont vouloir se rattraper après la défaite contre les Chiefs. Donc, voilà, à San Francisco, à San Francisco, je ne donne pas mon avis, je ne vais pas être objectif, mais Atlanta, faut y aller gagner, c'est jamais facile. Il n'y a pas de quarterback. Il n'y a pas de quarterback à Atlanta, il est moins bon que Daniel Jones, c'est bien connu. Philadelphie, malgré ce que j'en ai dit, ça reste quand même une équipe qui n'est pas à prendre à la légère. Houston, ça carbure. Washington, ça carbure très très fort. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 matchs qui arrivent. Va falloir survivre à la série. Hein. Et les Giants, c'est toujours pénible à jouer. Et surtout, Thanksgiving, c'est des matchs particuliers, Thanksgiving. Ils y sont tous les ans, mais c'est des matchs très particuliers, Thanksgiving. Je tenais à confirmer que les Giants, c'est pénible. À regarder, pas à jouer, mais... C'est toi qui l'as dit, Raph. Je ne m'engage pas sur ce terrain-là, dit-il, hypocritement. C'est pour rendre l'appareil aux vannes sur les Chiefs. Désolé. Non, mais il n'y a pas de vanne sur les Chiefs, c'est un fait. Voilà, j'étais sûr de dire ça. Moi aussi, c'est un fait. Hein. Je suis désolé, mais... Écoute, tu parleras quand tu auras 4 Super Bowls. D'accord ? Pour l'instant, tu en as que 3. Ils sont pas loin, j'allais dire, il est pas loin. Il est en train d'écrire là. Mais non, vous êtes 4, vous en avez 4 en plus. Mois. Merde, zut, vous en avez 4, ça y est. Ouais. Dont 3 grâce. Il y en a un, c'est un peu grâce aux Giants parce qu'on a envoyé Bradbury pour faire un holding, un DPI, pardon. Après, trêve de plaisanterie, par rapport à Dallas, est-ce que les méga contrats signés par CeeDee Lamb et Dak Prescott, du coup, ont complètement déséquilibré l'effectif, ou vous l'avez parlé, qui parlait de Dallas, parlait de ligne offensive, de défense, de jeu de course, enfin d'équipe très complète, et aujourd'hui, mais c'est tout l'argent est sur ces 2 joueurs. Quand on a le quarterback le mieux payé de la NFL, quand on a le deuxième joueur hors quarterback le mieux payé de la NFL, forcément, on a moins d'argent pour compléter notre équipe. Et on le voit avec Patrick Mahomes. Dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'il est hors des 10 quarterbacks les mieux payés de la ligue. Et donc, ça permet à son équipe de... C'est différent parce qu'il a un contrat sur 10 ans. Sur 25 générations et qui restructure tous les ans. Ouais, voilà. C'est sûr. Mais je pense que obligatoirement, le front office a fait des choix. Et pour moi, c'est pas les bons choix. Bien sûr, les résultats me donnent raison et c'est facile maintenant de dire que c'était le mauvais choix. Mais ça paraît un peu logique quand on met autant sur 2 joueurs. Surtout que Dak Prescott, c'est un bon quarterback, un très bon quarterback, mais je pense pas que ce soit quelqu'un qui te fasse gagner obligatoirement un titre. Donc, à partir du moment où on lui donne un contrat comme ça,
C'est un mauvais choix. Ouais. Alors, attends, est-ce qu'il y avait autre chose à faire? En fait, C'est ça le problème. Voilà. Je vais te dire, à la place, on fait quoi? On les laisse partir? On leur donne pas leur argent? Je pense que tu mises quand même sur Prescott, ton quarterback, et sur ton receveur numéro un. Si on était à la place, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait dit, bah non, je te donne moins, et je m'en vais voir ailleurs. Enfin, ça reste compliqué. Je pense que dans toutes les franchises, dans tous les cas, il y aura des gros contrats. Le problème, c'est que c'est un peu trop d'argent. Prescott, je trouve que c'est quand même un bon quarterback. CeeDee Lamb, pareil. Je pense que c'est plus au niveau de l'intersaison, des petits choix à faire. Le retour de Elliott, ça sert à rien du tout. Tu as toujours des petits moves que tu peux essayer, des joueurs par-ci par-là pour compléter ton effectif. Tu veux construire autour de ton duo, ok, pas de souci, c'est un choix, je suis d'accord. Par contre, derrière, il y a des moves à faire, il y a des trucs à aller chercher, et je pense que c'est là où ils ont foiré. Surtout qu'il y avait un joueur qui faisait même plus des appels du pied, c'est des appels de phare, qui aujourd'hui court sur toute la ligue. Derek Henry a acheté une maison à Dallas, Clairement. il est originaire de Dallas, voilà, il voulait aller à Dallas, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Ouais, Et moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Flo au sujet de Prescott. Et là aussi, alors, je suis désolé, je vais me répéter, je vais me radoter, mais un quarterback de bon calibre, c'est très compliqué à trouver. Et Prescott, il était dans une situation où pour sa dernière année, il avait une clause de no trade. Vous vous rendez compte? Donc, c'est-à-dire no trade, no cut. Donc, Dallas, il n'avait qu'un seul choix, soit il le laissait partir à la fin de cette saison, soit ils accédaient à toutes ces demandes. T'as vraiment envie de voir ton quarterback qui était dans la course au MVP à un moment de la saison dernière partir peut-être. Tiens, imaginons qu'un club rival du côté de New York veuille se débarrasser de l'espèce de poids mort qu'ils ont payé à prix d'or sur un coup de tête et qui se disent tiens, attends, Dak, viens par là, on a des sous. T'imagines un peu le scénario. Et puis, tu parlais des petits moves. Les Cowboys, là, ils sont pas pauvres. Hein. Ils ont encore plus de 21 millions de cap. Donc, ça te demandait, enfin, je veux bien croire que Jerry Jones, ce soit son argent, mais tu vas pas me dire qu'il a tout ça sous un matelas et qu'il dort dessus, quoi. Moi, je suis vraiment étonné par le management du club. Mais par contre, les choix sur Prescott et sur Lamb, non, ça me choque pas. Moi, ça me choque pas. On peut parler des sommes, mais une fois de plus, les sommes, ça veut rien dire. Les prochains à signer un nouveau contrat, ça sera les nouveaux joueurs les mieux payés de la ligue. Et on s'agite toujours un petit peu pour... Enfin, c'est beaucoup de vent brassé, tout ça. Mais je pense qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Toi, Raph, par rapport à ça, quand on sait que tu es le dernier arrivé, c'est toi qui as le plus gros contrat. Ah non, t'es rookie, toi. Contrat rookie. Tu dois nous apporter les donuts tous les matins. Ouais, non, mais j'entends ce que vous dites et je suis d'accord. Malgré tout, Dak Prescott, je pense que c'est un compétiteur. Quand on est à un tel niveau, on est obligatoirement un compétiteur. Et est-ce que le front office de Dallas aurait pas pu lui dire, écoute, on va peut-être pas te donner le meilleur contrat de la ligue. Par contre, ça va nous permettre de recruter des joueurs de très grande qualité, comme Derrick Henry quand on voit. C'était trop tard. C'était trop tard. Alors dans ce cas-là, tu peux le faire à l'ouverture de la free agency. Tu peux pas le faire quand tu le signes au mois de septembre, enfin fin août, début septembre. En fait, le truc, c'est que ça a complètement tout pourri cette histoire des deux contrats. Ça pourrit complètement l'intersaison. Et du coup, moi, je suis désolé, la Ligue a besoin de Dallas tout en haut. Il y a des franchises comme ça. Oui, c'est les franchises historiques de... C'est clair. En fait, il y a toutes les équipes de la NFC Est qui sont historiques. Tu as besoin des Raiders, tu as besoin de gros marchés comme ça, de Chicago, Green Bay. Voilà, tu as toutes ces équipes qui sont des moteurs. Et là, ils font quoi? Enfin, le fait de tergiverser, ils sont passés à côté de ça. Et Dallas. Et en plus, Prescott l'avait, quand on l'interrogeait sur les négociations, si ça avançait ou pas. Alors, c'est toujours de l'eau tiède parce qu'ils peuvent pas exprimer franchement ce qu'ils disent. Mais il avait dit, moi, je demande pas à être le QB le mieux payé de la ligue. Bon, après, on le lui propose.
pas refuser. Hein. Mais effectivement, ils l'ont signé, mais quasiment, je vais pas dire qu'ils l'ont signé dans le vestiaire avant le kick-off de la première journée, mais on était quand même pas loin. Et avant lui, qui est-ce qui a re-signé? T'as Lorenz qui a re-signé, t'as Tagovailoa qui a signé une extension d'1 an. On avait qui d'autre qui avait signé cette année-là avant lui, mais il y a eu des très très grosses extensions qui sont tombées. Et il a été le dernier, donc forcément c'est le dernier. C'est lui qui ramasse. Hein. Non, mais c'est sûr, mais ça en revient au fait que c'est le front office qui a directement fait les mauvais choix. Je pense. Et le front office, c'est qui à Dallas? Jerry Jones. Voilà. Non, mais c'est sûr. Hein. Alors, c'est sûr que parler des contrats maintenant, c'est simple, etc. Mais je pense que ça explique quand même en partie. Et puis, je savais pas qu'il manquait, qu'ils avaient autant de place dans le cap, mais ça explique encore plus qu'ils font des mauvais choix, puisque là, on voit très bien qu'à la course, ils sont mauvais. Ils sont la dernière équipe de la ligue. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'investissent pas un peu de leur cap? Alors oui, bien sûr, quand on est propriétaire, on veut payer le moins possible et gagner le plus possible. Mais quand on gagne pas et qu'on est à un bilan à égalité, faut faire de choix. Et puis surtout, là, si on prend cet exemple, la trade deadline, c'est le 5 novembre. Pour le trouver, ton running back qui va te sortir de l'ornière, mais c'est trop tard. C'est fini. T'as plus personne de ce calibre de disponible sur le marché. Tu peux te trouver un running back 2 qui peut élever ton jeu au sol, mais qui fonctionne déjà. Mais là, pour se renforcer, c'est trop tard. Pour vraiment se renforcer, pour booster vraiment toute une escouade dans ton club, c'est trop tard. C'est fini. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur cette franchise impitoyable, de l'univers impitoyable de Dallas? Ouais, moi pardon Flo, j'ai une dernière chose à dire, c'est que la blague de ces dernières années, c'était Dallas en playoff, il choke. Encore faudrait-il qu'ils y arrivent cette année. Parce que quand on voit le calendrier qu'ils ont, ça va être très 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 costaud. Et si leur défense se remue pas un peu, à mon avis, ils y seront tout simplement pas. Donc il n'y aura même plus besoin de faire des blagues sur eux. Ça va dépendre beaucoup de la santé de Micah Parsons. En plus. Aussi. Parce que sans Micah Parsons, je suis désolé, la défense, elle baisse tout de suite. Donc, pas de Parsons, pas de Kendricks, tout de suite ta défense, elle a un sacré coup dans l'aile. Hein. Forcément. Et alors, j'ai envoyé cet après-midi quelque chose à Seb, et visiblement, même le public qui est pas réputé, alors ils ont beaucoup de pression, mais qui est pas réputé pour être des plus virulentes, commençait à dire que les joueurs loupaient des plaquages exprès. Ah, ils en sont là. Alors après, moi j'y crois pas. Non. C'est des joueurs professionnels, donc à ce niveau-là, ce serait vraiment étonnant. Mais non, j'y crois pas. C'est du propos de tribune, quoi. Oui, c'est ça. C'est le PMU. Ouais, voilà. Tu sais pas d'où ça sort. Tu connais pas le contexte. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour une franchise qui est quand même qui a pas non plus, enfin, il y a la pression populaire parce que c'est l'America's Team, mais il y a pas ce côté négatif autour de comme d'autres franchises, tu vois, de pression. Pression. Je sais pas, moi, je l'ai reçu là, tu me l'as envoyé, moi je t'ai répondu, je voudrais bien connaître le contexte. Parce que si on parle du match Détroit, les types loupent des plaquages, mais à quel moment? Est-ce que c'est quand ils sont à 0-0 dans le premier quart-temps ou quand ils ont déjà 30 ou 40 points dans la vue et qu'ils en ont plein le dos? Ce qui n'est pas plus excusable de baisser les bras de la part d'un joueur professionnel. Mais bon, voilà, moi ça ressemble plus à du propos de tribune d'un spectateur qui a un peu abusé de la Budweiser qu'autre chose, quoi. Ouais. Mais ça va être à suivre quand même parce que il va falloir qu'ils gagnent à domicile. Oui, mais le public il est exigeant à Dallas. Voilà, on a déjà vu aussi des mecs qui brûlaient le maillot de Prescott il y a 5 ans. On en a vu. Moi, je suis certain qu'entre-temps, ils ont recraché leurs $90 pour en racheter un. Voilà. Ok. Bon, allez. Ben, sur ce, on va conclure là-dessus. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. On ne l'a pas évoqué. On l'évoquera un petit peu plus tard, soit en fin de semaine, soit dans les semaines à venir, avec notamment 2 gros trades de receveurs. Amari Cooper
qui arrive du côté de Dallas et surtout Davante Adams qui arrive du côté des Jets. Et Bills. Oui, Cooper. Oui, Cooper. J'ai dit quoi? Dallas. Oh oui, Dallas, c'est parce qu'on parlait de Dallas. Non, C'est top Voilà, 7, c'est ça. c'est dingue. Oh là là, non, il a été à Dallas. Il y est plus. Voilà, tout à fait. Et c'est un des grands voyageurs, des grands voyageurs, c'est pour ça, autant pour moi. Donc, on les développera. N'hésitez pas à aller suivre les articles. Il y a plein de rédacteurs, notamment toi, mon cher Raph. Donc, c'est toujours un plaisir de te lire. Allez voir également le tableau noir de notre ami Vincent, qui vous explique une situation, et c'est toujours avec plaisir. Donc messieurs, écoutez, je vous remercie de votre présence et de vos analyses éclairées, ma foi. Hein, ça tombe bien avec un Chargers. Et, Merci à toi, Yaya. Je tenais juste à saluer Flav. On pense fort à lui. Ouais. On pense fort. Effectivement, vous le retrouverez très bientôt parmi nous. Sur ce, on vous souhaite à tous une bonne journée si vous nous écoutez en journée, une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée. Et on vous dit à très vite sur les antennes de TFA. Allez, ciao, bye. Salut, ciao, ciao. À bientôt. Ciao, bye.